Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Aurélien. Oui. Rebonjour. Rebonjour. On vient d'enregistrer deux épisodes déjà. Le premier sur les hémorroïdes, le deuxième, la première partie sur la sodomie. Nous sommes dans la deuxième partie sodomie. Tu es proctologue spécialisé dans la santé sexuelle anale. Tu es un des rares. Je sais que tu n'aimes pas que je dise ça, mais tu m'as convaincu. En début du premier épisode, on a donné un peu de contexte sur là où on en est en France sur la santé sexuelle anale. J'invite les gens à aller écouter, si ce n'est pas déjà fait. Et là maintenant, on va parler de la dangerosité de la sodomie ou des jeux anaux. C'est bizarre, non, jeux anaux. Je dis le bon truc. Oui. En gros, quand je me mets des godes, plus Bien ou moins sûr. gros. Ouais. Je lis. Nous avons des auditeurs qui nous ont Attends, envoyé. avant je te coupe, excuse-moi, Dis-moi. parce que ça me fait penser à quelque chose que je trouve intéressant. Quand je te disais il y a 2 épisodes que on n'apprenait pas grand-chose sur la sexualité anale, mais que quand même finalement on en parlait régulièrement en congrès. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est jusqu'à peu, ça change petit à petit. On n'en parlait que sous l'abord des risques que ça comportait. Alors c'est quand même bien d'en parler. Mais c'est ça on parlait pas du tout du plaisir et des problématiques si on manque de plaisir de tout ça, quoi. Oui. Tu vois. Louis, le médecin en tout cas le proctologue médecin étant considéré comme s'il y a un problème, c'est là où je dois agir. Alors qu'en fait, il y a toute une population qui a des enjeux médicaux parce qu'ils ont envie d'avoir plus de plaisir. Oui, c'est ça. À qui beaucoup de proctologues disent, il suffit de pas se faire sodomiser. C'est pas fait pour ça. Et c'est pas fait pour ça. Ouais. Ça, moi j'ai des patients qui m'ont rapporté des propos d'autres proctologues comme ça. Mais c'est pas tous, évidemment. Non, mais faut dire que c'est compliqué de trouver un proctologue safe. Oui. Dans le sens gay-friendly, dans le sens on peut parler sodomie et pas être shamé, pas qu'il y ait un regard de honte ou de culpabilisation sur « Ah ben oui, c'est sûr, si vous faites de la sodomie, faut pas s'étonner ». Je suis d'accord. Dans ce cas-là, on se lève et on se barre. C'est pas majoritaire chez les proctologues. Aurélien. Non, je pense. C'est-à-dire qu'entre un proctologue peut-être comme moi qui va être très à l'aise et qui va aborder les sujets et un proctologue qui va vraiment tenir des propos déplacés comme c'est pas fait pour ça, il y a tout un panel, quoi. Il y en a qui vont pas du tout dire des choses désagréables mais qui vont être moins à l'aise. Je généralise. Parce que je veux dire, c'est que malgré tout, j'entends que c'est très difficile quand on vit mal la consultation procto, mais si après tes auditeurs continuent à pas trop oser y aller, c'est pas, tu vois. Faut se dire que si jamais ça se passe mal, c'est facile à dire, hein, mais c'est le proctologue qui était un gros con et qu'on est légitime. Mais en même temps, si on n'y va pas, on peut pas en trouver un bien. T'as raison. Et on peut pas se soigner ou aller mieux. Je relance mon appel. S'il y a des auditeurs qui veulent créer la première bibliothèque open source, on est en train de parler d'un Google Sheet. Hein. Ça sera un dossier Excel. Un annuaire, tu veux dire quoi? Oui, merci. J'ai dit bibliothèque. Oui. Non, c'est pas ça. Annuaire des médecins, proctologues et autres psys validés par les auditeurs gays. Et genre, là où tu habites, si tu as consulté quelqu'un que tu trouves chouette, de façon anonyme, tu peux lui donner un pouce vers le haut. Je trouve que ça peut être chouette. J'ai pas le temps, je cherche des auditeurs pour le faire. Contactez-moi. Lien du site bit.ly/comment devenir, il y a toutes mes coordonnées. Ok, on commence avec Erwan, donc on revient sur le sujet, est-ce que la sodomie ou les jeux anaux, donc je mets des godes plus ou moins gros, et les pratiques extrêmes, quand est-ce que ça devient dangereux? Erwan nous demande, la taille du phallus peut-elle représenter un danger en elle-même? Ou je rigole simplement parce que je trouve que la formulation, mais je suis un peu fatigué aussi, mais tout va bien, on va y arriver. Donc la taille du phallus peut-elle représenter un danger en elle-même ou c'est comment elle va être utilisée qui va provoquer des fissures ou autres blessures?
Dans le fist, par exemple, c'est beaucoup plus large. Dans l'utilisation de sextoys, ça peut être beaucoup plus long. J'ai déjà eu des partenaires avec de longs sexes et ça fait mal ou provoque des saignements. Et donc, est-ce que c'est quelque chose à prendre en compte avant un rapport ? Et là, c'était sur Instagram, je pense, donc je lui ai posé plus de questions. Je lui ai demandé tes saignements, est-ce que c'est abondant, c'est régulier et tout. Il me disait ça ne dure pas longtemps, mais ces fois c'est impressionnant et inattendu, surtout quand on ne sait pas trop l'état de cicatrisation puisque ce n'est pas visible. Donc le cœur parce qu'on là on a parlé dans les épisodes d'avant des hémorroïdes, etc. On va pas recommencer. Première question, est-ce que la taille du sexe peut impacter, peut être dangereuse lorsqu'il y a sodomie? Oui et non. Enfin, c'est dur de répondre. C'est-à-dire que déjà, ça dépend de quel danger on parle. Donc là, lui, il évoque un peu les déchirures, les choses comme ça. Parce que il peut y avoir ce côté un peu les blessures. Et puis après, mais peut-être il y a un autre auditeur qui nous fera parler du risque d'incontinence anale, de fuite. Tu veux que je le lise tout de suite ? Non, ouais. Vas-y, C'est parce Loïc. que peut-être on peut traiter en même temps un peu les deux. Parce que Loïc, il part sur les pratiques extrêmes et la question de l'incontinence. Je lis ça ? On y va, hein ? Ouais, Loïc. allez. Et après, je fais... J'aurais voulu être un artiste. Non. J'aurais voulu savoir si des pratiques plus hard, comme le fist, des sextoys plus gros, pouvaient avoir un impact sur le court et le long terme. Par exemple, incontinence, relâchement des sphincters, prolapsus ou que sais-je. Il est très au courant des mots, hein, Loïc. Et jusqu'où on peut aller en se garantissant pas ou peu de conséquences. Encore merci pour tes podcasts qui m'accompagnent sur la route et dans mes réflexions. Et là, je lui ai demandé plus de détails sur la taille des objets. Je sais pas, j'ai essayé d'enquêter et tout, pour t'apporter toutes les infos. C'est vrai, on savait plus si c'était des centimètres. Oui, c'est ça. Pour le moment, les jouets avec lesquels je pratique vont jusqu'à 7,6 cm de diamètre. Oui, parce qu'il nous avait envoyé 7,6, on était à 7,6 mètres. Non. Loïc... Et dans le centimètre. Bon, évidemment, cette taille ne rentre pas en un claquement de doigts, mais disons que je ne souhaite pas avoir des séquelles X ou Y. Pour le moment, après plusieurs jours sans pratique hard, hormis l'impression qu'une pénétration classique rentre beaucoup plus facilement, voire même sans préliminaire, je n'ai pas noté de grandes modifications, je pense. Oh si, quand je regarde mon petit trou, je vois qu'il est quand même plus distendu. Mais je pense que l'intonation que je donne influence quand même pas mal. Mais je pense que la question provient davantage d'une crainte de modifier mon corps et d'avoir des problèmes de santé dans un futur plus ou moins lointain. Oui, donc lui, je pense parce que l'incontinence anale, c'est aussi un tabou tel que souvent on la nomme pas comme ça, mais je pense que c'est peut-être ça dont il parle en partie, quoi. Il l'a nommé, hein, Loïc, au début. Et à la fin, tu vois, il reste un peu... Mais oui. Ouais, bah on y va. Donc alors, sur le risque de blessure, un peu plus le premier commentaire, c'est sûr qu'en soi, c'est plus la façon dont on pratique, puisqu'il dit bien on arrive à faire des fists sans se blesser, donc vraisemblablement l'anus peut avoir une capacité à se dilater très importante, donc ça va être comment c'est progressif, comment c'est lubrifié, comment c'est consenti, tout ça. Et presque on revient aux 4M de l'épisode précédent. Oui, voilà. Que les gens pourraient aller écouter. Exactement. Après, il y a aussi des cas, c'est très rare un peu, je sais pas, j'avais lu aussi encore un autre commentaire, mais je sais plus si on va le redire, mais bon, je en parle là. Ouais, bien sûr. De perforation oui. du... The Room. Ouais, voilà. Les pratiques qui peuvent provoquer une péritonite. Oui. Quelles sont-elles ? Ça c'est des cas un peu de chasse, hein, c'est rare, mais heureusement. De chasse ? Non, mais à l'hôpital quand il y a des cas très, très, très rares comme ça qui peuvent prêter à rire de façon inadaptée, bien sûr, de l'extérieur, une perforation sur une pénétration ou un corps étranger qui est resté coincé, on appelle ça un peu les cas de chasse, quoi. Ouais. Très rare, en fait, réellement de se perforer. Oui. Mais si ça arrive, donc en fait, ça va être plutôt la fin du mouvement de la pénétration, c'est-à-dire le bout du pénis qui va aller taper dans le haut du rectum et à ce moment au point que ça va déchirer. Donc logiquement, c'est un pénis long face à un petit gabarit et en étant trop bourrin, quoi. Après, c'est un peu du bon sens, mais au final, c'est quand même très rare. Mais si ça arrive, on voit des cas des fois de perforation comme ça. Et donc du coup, ça perfore l'enveloppe qui est autour des intestins, qu'on appelle le péritoine, et après ça entraîne une infection qu'on appelle la péritonite. D'accord.
Donc ça, il faut essayer de rester à peu près délicat. Et... Le fist. Moi, je connais quelqu'un que j'aime beaucoup, qui pratique le fist régulièrement. Le fist et les dangers du fist, et notamment autour de l'incontinence. Ouais, alors, alors le fist, ça peut aussi faire des perforations, parce que comme ça remonte même au-delà de... Parce que tant qu'on est dans le bas rectum, etc., on est en dessous du péritoine, ça peut pas faire de perforation de péritonite. Mais c'est quand ça remonte plus haut que ça peut. Donc c'est le cas aussi, évidemment, du fist. Après, donc, l'incontinence anale. Donc l'incontinence anale, c'est... Il y a très peu d'études, mais donc moi justement, je disais dans un précédent épisode que j'avais pu faire une étude à l'aide d'un collègue proctologue et puis aussi de plein d'autres personnes et à l'aide de Santé publique France. Attends, faut que je boive, j'ai un peu d'eau. Je sentais un petit grain dans ma gorge. Donc on a pu faire une étude, participer en gros à une étude que fait Santé publique France sur la santé sexuelle des HSH, des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Ils font ça en ligne tous les 2 ans et on a le droit de rajouter une question, c'était est-ce que vous avez eu des fuites dans le mois après une pénétration ? Des fuites de sel ou de gaz involontaires. Des fuites de sel. On n'a pas dit de gaz parce que sinon c'est bordel. Il y en a trop. Ok. Et plus de 20 000 participants. Donc quand même beaucoup de monde, c'est la force de l'étude. Et en gros, ça disait qu'au global, les gens qui sont sodomisés 1 mois après une sodomie, il n'y en a pas plus que la moyenne qui ont une incontinence anale. Première info, est-ce que la sodomie crée de l'incontinence ? Donc plutôt non. Mais par contre, il y avait des facteurs où on trouvait plus d'incontinence. Ouais. C'était... j'allais dire évidemment, mais on pensait quand même, on était quand même assez content de pouvoir prouver, parce que ça nous semblait une évidence. Je vais dire après pourquoi, hein, c'est sans jugement, mais il y a le fist, le chemsex qui sont responsables d'incontinence anale. Alors encore une fois, la limite c'est 1 mois après, hein, donc parce qu'on va en parler. On ne sait pas dire si ça va être pour toujours ou pas. Hein. Mm-hmm. Mais en tout cas, 1 mois après des pratiques de fist, de chemsex ou des pratiques de sodomie plus standards mais fréquentes, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine, il y avait plus d'incontinence anale que la moyenne. Je disais génial, je trouve ça l'étude, je trouve ça chouette qu'on ait des infos terrain de la réalité. Donc la réponse c'est oui, les pratiques extrêmes peuvent générer plus d'incontinence anale. C'est-à-dire, c'était plus et même de 10%, quoi. Ouais. Des gens... parce que plus de 10% des gens pratiquants ont des incontinences. 1 mois après, ouais. 1 mois après. Alors que sinon, l'incontinence, c'est plutôt 5-7%, quoi. Ok. Donc ça devenait significativement plus élevé. Ça peut paraître pas beaucoup, mais... Ouais. Et après, ce qu'on... Et attends, et même sodomie plusieurs fois par semaine. Fréquente, ouais. Fréquente, c'est plus de 3 fois par semaine ? Vous avez c'était pas assez précis pour le dire. Ok. Parce que c'était les questions qui étaient déjà définies à l'avance. D'accord. Et ça, ils sont eux aussi à 10% en tout cas, ils rentrent dans ces gens qui ont plus d'incontinence après 1 mois. C'était plus important pour fist et chemsex. D'accord. C'est clair. Et donc, alors fist, effectivement, c'est vrai que quand on voit des patients plutôt 50-60 ans qui ont pratiqué du fist longtemps dans leur vie, c'est vrai qu'ils ont des anus très, 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 très peu serrés, quoi, même spontanément ouverts, quoi. Donc on n'est pas étonné. Et c'est sûr que en tant que proctologue, on ne peut pas recommander cette pratique, du coup. Enfin, elle paraît quand même un peu excessive. Même si, après, il y en a plein qui, en pratique, se plaignent pas de ça. Hein, donc, c'est toujours effectivement difficile de préciser à quel moment c'est du jugement, tout ça. Bien sûr. Idem sur l'étude. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Dans le podcast, depuis les 2 ans et demi... ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein, mais l'étude, c'est pas si tu pratiques la sodomie hebdo plusieurs fois, tu es sûr d'avoir de l'incontinence. Oui, non, complètement. Ta chance d'avoir de l'incontinence est plus élevée. Ouais. Et parmi les gens c'est un facteur de risque, quoi. Ouais, et parmi les gens qui ont répondu au sondage, on n'a aucune idée de comment ils pratiquent, quelle sodomie.
Eh ben, on avait la fréquence dans le mois précédent, quoi. Oui, mais en fait... non. Bah après, si, bah t'avais ceux qui... Il y avait les questions, est-ce que vous avez pratiqué le FIS, le chemsex? Ok. Un peu ça, quoi. Ah ouais, bien sûr. Il y avait BDSM aussi. Ok. Et donc, toi, tu dis, en effet, le corps vieillissant, il y a deux facteurs. Il y a vieillir fait que, je crois que notre anus s'ouvre, se dilate, ou il peut y avoir... Il peut être plus... s'affaiblit. C'est ça. Et s'il y a eu de la pratique de fist régulière. Donc, oui, c'est ça, parce que ce qu'on n'a jamais, c'est la fréquence, quoi. Est-ce que c'est on a fait 3 fists dans sa vie ou 3 fists toutes les semaines, enfin. Bien donc sûr. ça fait tellement de possibilités, c'est dur de dire. Après, moi, je me demande, c'est vrai que quelquefois, quand même, j'ai été étonné parce que donc pendant la période où je faisais cette étude, quand j'avais des patients qui pratiquaient le fist, je leur demandais quand même aussi un peu pour en prendre le pouls de cette question, et ils m'ont toujours répondu non. Alors, et même des fois avec des anus ouverts, quoi. Donc je me dis, j'étais quand même surpris. Donc je pense qu'il peut y avoir aussi, enfin je raisonne, je sais pas, hein, mais j'imagine que peut-être qu'il y a aussi des fausses déclarations parce que les personnes qui pratiquent le FIS peuvent avoir peur d'être jugées si entre guillemets avouent qu'ils ont de l'incontinence, qu'on leur dise bah oui c'était pas bien, c'était de votre faute, donc peut-être du coup ils le disent pas. Ouais. Peut-être aussi qu'ils pratiquent des lavements de façon quotidienne pour contrôler leur évacuation, pour aussi réduire le risque d'avoir des fuites. Il y a peut-être d'autres des parades. D'autres facteurs, ok. Donc, à la question, on met un temps les pratiques extrêmes de côté. Sur la sodomie, est-ce que la sodomie est dangereuse dans le sens créer de l'incontinence? Globalement, non. Globalement, non. Avec peut-être un petit point de vigilance, de dire... sur la fréquence. Peut-être pas trop fréquent, quoi. Mais bon, c'est... Ouais, sachant qu'en fait même... C'est empirique après, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Sur les... Non, tu me fais un regard. Ah non, pardon. Non, vas-y. Je voulais dire un truc aussi, mais... Bah, vas-y. Ah, mais c'est plus sur les... Je voulais aussi parler, c'est l'occasion de dire 2 mots au chemsex, qui est toujours un sujet d'actualité. Okay. Parce qu'on peut se dire, on comprend pourquoi le fist, ça crée de l'incontinence. Le chemsex, c'est peut-être moins intuitif, mais le chemsex, ça fait que on ressent moins la douleur. On peut faire un marathon de sodomie et forcément tout ça, ça peut aussi entraîner des lésions, une dilatation excessive, même s'il n'y a pas de diamètre excessif. Je comprends. Merci. On reste sur l'incontinence. Donc Loïc te demandait comment... Sur l'incontinence et au-delà, ouais. Loïc disait, moi je pratique, je ne sais pas s'il l'a dit dans ces termes, mais si j'aime pratiquer le fist ou m'insérer des gros objets, comment faire pour ne pas avoir un impact négatif sur mon corps? Et c'est là où, en tant que proctologue, toi, tu peux pas lui dire vas-y, continue, mon gars. Oui, c'est ça. Moi, je vais quand même lui dire qu'il faut quand même plutôt essayer d'éviter les pratiques trop extrêmes. Hein. Après, par ailleurs, sinon, c'est contre l'hypotonie, c'est des travails de musculation, mais qu'on fait plutôt accompagné d'un kiné, encore une fois. Hypotonie, c'est-à-dire, pardon, oui, l'anus qui se contracte moins, qui est plus faible. Ça se rééduque. Ouais. C'est ce qu'on fait dans l'incontinence, hein, on travaille en rééducation. Okay. On remuscle. Super. Est-ce qu'il y a une autre possibilité de dangerosité de la sexualité anale? Bonsaï demande, est-ce que la pénétration anale augmente le risque de cancer du côlon avec les années? Alors non, clairement pas. Mais par contre, la question, mais on en parlera dans l'épisode d'après, je crois, c'est le cancer de l'anus. Donc on parlera du cancer de l'anus qui est lié au papillomavirus au prochain épisode, mais on peut dire déjà globalement, à part dans certains cas, il n'y a pas de gros risques, mais là c'est l'occasion juste de bien distinguer, parce que c'est facilement confondu, le cancer de l'anus, qui est un cancer rare, qui concerne vraiment la sortie, quoi, la rondelle, et le cancer du côlon et du rectum, donc c'est du gros intestin, qui est plus fréquent à partir de 50 ans, mais qui est complètement indépendant de la sexualité anale. Super. On en profite pour rappeler que les personnes séropositives sont invitées à se faire dépister. Oui. Tu m'avais dit, elles ont plus de risques sur le cancer de quoi? De l'anus. Donc c'est pour ça qu'on les invite à consulter un proctologue tous les combien? Eh ben, ça dépend. On fait des examens. On va en parler au prochain épisode. Ok, je me tais. On passe au lavement. Oui. À moins que tu aies autre chose à dire sur Sodo danger. Non, hein, on est bien. Non, je pense pas. Bon, lavement, alors là, autant te dire que au temps où j'étais sur TikTok,
avant d'être banni. Parce que les algorithmes des réseaux sociaux pensent que je fais du contenu pornographique. Ah merde. Et donc me bannissent régulièrement. C'est pour ça que j'ai créé une chaîne WhatsApp où en fait je partage les coulisses du podcast. Je suis le seul à pouvoir poster et je fais rarement des messages, mais quelques messages coulisses. Parce qu'il n'y a pas de censure des algorithmes et les gens peuvent aller trouver ça sur le site du podcast que j'ai dit 1000 fois. Donc avant d'être banni, j'ai buzzé sur la question du lavement et pareil, l'algorithme a poussé ma vidéo et j'ai eu 150 000 vues et des centaines de commentaires avec plein de gens qui me disaient se faire des lavements, c'est forcément et toujours dangereux. Point final. Donc là, je vais te demander quel est le danger des lavements. Est-ce que Buffalo Bill demande est-ce que des rapports réguliers ordinaires ou sodomie, donc où je me fais des lavements, peut entraîner des troubles. Et par exemple, on a des auditeurs très très experts. Pointu, ouais. Colopathie fonctionnelle. Donc, premièrement, est-ce que faire des lavements, c'est dangereux ? Alors, plutôt non. Encore une fois, pareil, il n'y a pas beaucoup non plus d'études. C'est difficile d'avoir une réponse complètement scientifique, mais de bon sens un peu déjà. Les lavements, plein de gens en font depuis très longtemps. On voit bien que ça pose pas de problème en général. Après, ce qui est bien, c'est de rester, je pense, sur le concept un peu de... Moi, j'appelle ça comme ça, puis il y a pas que moi, de douche rectale. C'est-à-dire, l'objectif, c'est juste de se laver le rectum. Et si on reste dans ce cadre-là, il n'y a pas de risque. Parce qu'après, les risques, ça peut être... on peut se blesser en mettant la canule, comme en mettant autre chose, donc ça c'est évidemment, mais c'est bien de faire attention. Bien sûr. On peut se blesser si on met trop chaud, trop de pression, si on met des produits irritants dedans, donc c'est là-dessus qu'il faut faire gaffe. Et notamment il y a une, je sais pas s'il faut appeler ça une pathologie, mais en tout cas il y a quelque chose qui s'appelle la clismaphilie qui existe, c'est quand on prend plaisir pendant les lavements. Et donc, c'est pas forcément pathologique d'ailleurs, mais c'est juste que là, c'est peut-être une petite vigilance. Si on prend plaisir pendant les lavements, on peut avoir tendance, pour essayer de chercher plus de plaisir, à ce moment-là, augmenter la pression, augmenter le volume. Oui. Donc, un point de vigilance peut-être dans ce cas-là. Bien sûr. Mais en soi, si on a du plaisir avec un petit lavement, c'est pas non plus gênant, hein. Donc, garder des lavements avec de l'eau. Essayer de pas trop en mettre. Alors souvent on sait pas la quantité, hein, parce que c'est avec le pommeau de douche, avec le flexible de douche. Mais si je ne dis pas de bêtises, tu as écouté les épisodes de ce podcast sur le lavement, tout à fait, que tu as validé. Oui, complètement. Je te remercie. Complètement. Et il disait aussi d'ailleurs, c'était pas vraiment la question, mais le docteur dans ces épisodes, ouais. Et je trouvais que c'était comme aussi bien de le dire, c'est que après c'est pas non plus, il y a peut-être aussi un peu une injonction à faire des lavements, et c'est pas obligé, c'est-à-dire si on ressent le besoin, faut le faire, mais ça sera jamais complètement propre de toute façon cette zone-là. Si c'est une contrainte et que faut savoir que c'est pas obligé de le faire aussi. Le terme lavement est mal approprié parce qu'en fait on ne se lave pas, on se rince, et on rince. En fait on évacue des morceaux de sel qui peuvent être là, mais on lave pas parce que ce n'est pas sale. Bah si, c'est sale, mais ça restera tout le temps. Y a des... Mais j'entends ce que tu dis, ouais. En tout cas, parce que je pense que quand on utilise le terme laver, on a une attente. C'est pour ça que des gens mettent du savon. C'est ça que je voulais dire, c'est ça. Oui, de toute façon, c'est peine perdue de vouloir rendre ça stérile, quoi. Est-ce que si je fais plusieurs lavements par semaine, c'est un problème par rapport à moins de fréquence? A priori, je pense pas. Après, donc, je dirais plutôt non, toujours avec les précautions que je viens de donner. Après, le truc, ça peut être de faire gaffe aussi à pas en devenir dépendant ça peut entrer dans la constipation. C'est-à-dire, finalement, on n'arrive plus à déféquer, à évacuer ses selles, à aller à la selle sans faire des lavements. Là, il y a des gens qui développent, parce que ça, c'est fréquent par ailleurs. Et du coup, le lavement, ça aide, mais après, on peut peut-être en être dépendant et perdre. Enfin, moi, j'ai eu quelques patients comme ça qui n'arrivaient plus à aller à la selle autrement, et du coup, ça devenait gênant aussi dans leur vie intime, parce qu'en fait, faire un lavement, c'est pas toujours facile. Et donc, c'était peut-être ça un peu la question de l'auditeur sur la colopathie fonctionnelle. Ah ouais. C'est-à-dire, la colopathie fonctionnelle, c'est plus vaste. Pour nous, c'est plutôt
mal au ventre, avec des troubles du transit, ballonnement, tout ça. Donc ça, normalement, le lavement, si on le fait assez bas, il va pas abîmer la flore intestinale, qui peut être un facteur de risque de colopathie fonctionnelle. Quand tu dis assez bas, c'est que... On essaie de laver que le rectum, quoi. C'est ça, parce qu'il y a des gens qui pratiquent le fist ou des pratiques plus extrêmes qui font monter l'eau, qui laissent l'eau plus longtemps pour remonter plus longtemps. Là que tu Pour parles, le fist, oui, il faut laver plus haut. Moi, dans l'épisode sur le lavement, que les gens peuvent retrouver sur le podcast, j'invite à compter 3 ou 5 secondes en mettant le flux très bas. Mais bon, après, ça, c'est le ressenti de chacun. Ok, tu peux continuer. Oui, voilà. Après, faire des lavements plus hauts, comme pour le fist, le fist, pareil, je le recommande pas, mais le lavement en soi n'a pas de risque. On le fait, nous, pour des gens très constipés, mais par contre, la répétition d'un lavement qui remonte plus haut, c'est probablement pas recommandé. Donc, ça n'entraîne pas la colopathie fonctionnelle. Non, ça n'entraîne pas la colopathie fonctionnelle. Kylian demande quelles sont les alternatives pour être propre et donc parle de compléments alimentaires. Ouais. C'est pas vrai d'ailleurs, c'est pas Kylian, c'est M qui demande quel est ton avis sur les compléments de fibres en gélules ou autres pour faciliter le transit et le rendre plus propre. Et s'il le recommande, quelle marque préconises-tu? Il te parle à toi. Non, préconise-t-il? Oui. Moi. Lui, Aurélien, le docteur. Ça fait référence aux gélules dans lesquelles il y a, selon les marques, des poudres de graines de chia et ou psyllium et ou, le dernier m'échappe, qui permettent à tes selles d'être mieux moulées, ce qui fait qu'en fait, quand tu vas à la selle, il y a tout qui part d'un coup, ce qui ferait... point d'interrogation, qu'en fait, il n'y a plus de sel dans ton rectum et donc tu as plus de facilité à faire le fameux rinçage puisqu'il n'y a rien à rincer. Donc, comme je te disais avant, quand on a préparé, moi, je ne connaissais pas ces gélules. Après, mais on peut quand même carrément parler parce que c'est clair que l'apport en fibres, mais déjà l'alimentation en premier lieu, les fruits et légumes, les céréales complètes, et ensuite on le trouve aussi du coup le psyllium, ça s'achète aussi en poudre ou en graines dans les épiceries, et puis il y a aussi une catégorie de laxatifs qui correspond exactement à la même chose, qui sont les laxatifs qu'on appelle mucilage ou laxatifs de l'Est. C'est les marques principales, c'est Spagulax ou Psyllia. Et donc ça contient la même chose, et donc l'objectif est le même, c'est effectivement c'est des fibres qui vont donner de la structure aux selles pour qu'elles soient bien rassemblées, bien moulées, mais pas dures et pas pâteuses. Donc ça, de toute façon, c'est très bon, c'est très bien, mais même indépendamment de la sodomie en fait, c'est-à-dire que si on a des selles qui sont dures à évacuer, qui sont pâteuses, etc., c'est ça qui soulage, et donc effectivement ça aide à pas avoir des résidus quand on est après être allé à la selle. Et CF, les hémorroïdes. Plus j'ai des selles bien moulées comme il faut, moins j'ai des hémorroïdes. Épisode on pousse 1. On pousse moins. On n'a pas de sensation de plénitude, d'inconfort, de il en reste, je dois y retourner. Donc c'est que du positif. Moi, Oui, pardon. Ce que je disais sur ces gélules, je connais pas, peut-être qu'elles sont très bien, c'est juste... on a tendance à plutôt conseiller d'aller en pharmacie plutôt que sur Internet, parce que les pharmaciens, quand même, leur job, c'est de contrôler la provenance des choses, et sur Internet, ça peut être coupé, ça peut être... N'achetez pas sur Internet. Mais j'entends que on peut ne pas oser aller chez les pharmaciens pour dire c'est avant la sodomie, j'ai envie de faire ça, etc. Mais bon... Après, il faut oser. Moi, j'ai une alternative, notamment, et aussi pour les gens qui n'ont pas de pharmacien près de chez eux ou que sais-je. C'est une opinion de quelqu'un qui étudie le sujet de la sexualité gay depuis 2 ans, mais j'ai pas de compétences ou de formation particulière, vraiment. Et en tant qu'usager, je trouve que ces gélules, c'est beaucoup de marketing, c'est très cher. Ouais. Et en fait, ce qu'il y a à l'intérieur, je l'achète dans n'importe quelle épicerie bio, parce que quitte à... Psyllium blond, graines de chia, graines de lin, graines de chia, voilà. Et donc, en plus c'est bio. Alors c'est plus ou moins cher, mais ça reste le produit pur. Oui. J'ai pas besoin qu'il soit en gélule. Il suffit que j'en prenne une cuillère ou que sais-je ce qui a marqué sur le paquet, et ça marche bien. Et puis en pharmacie, par exemple le Spagulax, ça se prescrit, c'est remboursé, c'est le même objectif. Ok.
Et donc, faut pas hésiter, même à son femme. Enfin, c'est pas que c'est un besoin de plein de gens, même en dehors de la sexualité. Donc, faut vraiment pas être limité à oser en parler. J'ai aussi noté qu'en revanche, si je mange comme de la merde, y a pas, en fait, c'est pas des poudres magiques. En fait, c'est avant tout une question d'alimentation, d'hygiène de vie. Donc, en fait, c'est pas genre je mange n'importe quoi et que des féculents qui me constipent de ouf ou qui font que mes selles sont bizarres ou en tout cas pas. Bon, en fait, le psy-homme va pas changer beaucoup. En tout cas, à tester. Je laisse les gens tester. Dernière chose, à ne pas prendre en même temps que des traitements médicaux. Oui, parce qu'en fait, ça fait un peu l'effet, comme quand je dis souvent ça en consultation, comme quand on transforme de la crème fraîche en panna cotta, ça fige un peu. Et donc, si jamais le traitement anti-VIH ou PrEP est en plein milieu, il va pas forcément être absorbé par le tube digestif. Donc, faut pas le prendre en même temps. Faut décaler peut-être d'une demi-heure, voilà, ou carrément de 12 heures. Ouais, j'ai lu quelque part qu'on conseille 3-4 heures. Mais oui, peut-être après c'est... Bon, les gens se... Oui. Génial. On termine avec la dernière question. Sodomie, anus. Ma routine anus, point d'interrogation. Routine, c'est... Tu vois la référence et tout, tu sais, sur YouTube, les gens, ils font ma routine make-up, ma routine maquillage, tous les matins. Bien la référence. Comment prendre soin de mon anus et de mon rectum hors de la sodomie, si je la pratique et que je souhaite que mon temple intérieur soit joyeux, prêt, disposé, disponible, en bonne santé. Est-ce que je mets ma petite crème de grand-mère ? Donc moi, ma grand-mère, elle m'a toujours réparé les bobos avec l'homéoplasmine. Ouais. Crème grasse. Oui. Et donc pour moi, cette crème, elle est magique. Ok. Après, ce qu'il y a dedans, j'en sais rien. Est-ce que, par exemple, je peux mettre ça sur mon anus ou un peu dans mon rectum en mode, comme ma crème de visage ? Bon, en tout cas, c'est sans risque. Hein. C'est un peu, la base de l'homéoplasmine, c'est un peu comme la vaseline. Hein. C'est un truc un peu comme ça gras. Donc déjà, pourquoi mettre des crèmes ou pas, faut voir si on en ressent le besoin, si tout va bien, qu'il n'y a aucune plainte, on n'est pas obligé, quoi. Hein. Mais oui, la routine maquillage, c'est avant tout du marketing. Ouais, c'est ça. On t'impose un besoin récurrent qui fait possiblement t'as absolument pas besoin de te maquiller si t'en as pas envie. Il y a plein de gens qui en ont pas besoin. Exact. Mais après, l'idée globale, peut-être, c'est ce qu'on voit volontiers, c'est des anus, surtout la partie extérieure de l'anus, un peu sec, du coup, qui peut un peu se déchirer si on tire. Ouais, donc, c'est plutôt l'idée d'hydrater. Donc, et du coup, je pense que les crèmes hydratantes, plus que les vaselines, les trucs un peu gras comme l'homéoplasmine, mais bon, comme on le sent, mais en mettre un peu dès qu'on sent que c'est un peu sec, pas hésiter à masser pour que ça s'imprègne, parce que quand on laisse la crème ou le gras un peu posé, après des fois ça peut sointer, être un peu désagréable. Ouais. C'est ça qu'il faut pas hésiter à faire. Et cette crème, c'est quoi par exemple ? La crème visage, je peux me la mettre sur la nuque ? Oui, des crèmes hydratantes simples comme Bepanthen, Cicaplast, Cicaplast, où il y en a sûrement plein d'autres marques. Hein, je voudrais pas faire d'impair pour les autres crèmes, mais... Ok, je savais pas. Voilà. Très bien. Arvin... Et pardon, la routine, c'est aussi, mais c'est pas vraiment la question, mais préserver son anus, c'est, parce qu'on l'a dit dans un autre épisode, c'est bien de le redire là, c'est d'essayer de pas trop forcer quand on pousse pour aller à la selle. Ça, c'est pas très bon pour l'anus. Ah ouais, oui, bonne routine. Ouais. Et ça, c'est épisode sur les hémorroïdes. Je crois, ouais. La première partie de notre échange. Ok, super. Et j'avais une dernière question... Excuse-moi. Je t'ai coupé, Non, pas du tout. T'as très bien fait. Là, on parle de routine. Ce que je fais régulièrement, oui, boire de l'eau. J'entendais anus pas hydraté, et j'ai lu quelque part que l'hydratation de la peau était très dépendante aussi de si je bois assez d'eau. Est-ce que c'est le cas pour mon anus ? J'avoue, je sais pas. Non, mais c'est sûrement. De toute façon, c'est bien de boire de l'eau. Hein, c'est bon aussi pour le transit, de toute façon. Okay. Après, je saurais pas répondre comme un dermatologue sur l'hydratation. Ça marche. Mais je suppose que oui. Et donc, dans ce cas-là, l'anus aussi, parce que toute la partie extérieure de l'anus, c'est de la peau. Hein. Arvin demande comment éviter que la rondelle finisse toute boursouflée après rapport pénétrant. Ah oui. Alors.
Bon, déjà, il faut dire que les anus sont quand même pas tout le temps, toujours et lisses. Hein. Ça, c'est aussi un peu le porno qui nous fait Bien croire sûr. ça. Et puis après, il y en a qui ont des anus tout lisses, tout beaux toute la vie, mais c'est quand même très fréquent qu'il y ait des gens qui ont des anus aussi un peu avec ce qu'on appelle des maris, c'est-à-dire un peu des petits replis de peau. Faut avoir une tolérance quoi hein, vis-à-vis de ça. On peut, enfin, c'est-à-dire, pas Ça, c'est espérer culturel. que ce soit tout le temps tout plat. Parce que ça, c'est putain de culturel, quoi. Oui, Quand t'as dit un bel anus versus... T'as dit un anus tout beau. oui, Mais ça, c'est la culture du porno bah, qui a identifié oui. que absence de boursouflure Complètement. veut dire beau. Parce que Oui, sinon, on est d'accord que on se voit pas les anus régulièrement. C'est ouf. comme il y a Hein. aussi il y a le blanchissement de l'anus, il y a des trucs comme ça. Enfin, c'est un peu le même, Ouais. Oui, oui. même démarche quoi. Waouh, ok. Après, donc voilà. Après, des fois il y a des grosses marises, vraiment des gros replis de peau qui peuvent s'opérer avec une toute petite chirurgie, mais c'est assez rare. Souvent, quand c'est plein de petits replis, bon, on peut pas faire grand chose. Et après, le côté boursouflé, ça peut être aussi les hémorroïdes. Oui, faudrait peut-être qu'il aille consulter pour vérifier. Ouais, alors quand c'est juste un peu gonflé, c'est vrai que à part mettre des crèmes un peu contre les hémorroïdes et essayer de bien lubrifier pour pas que ça frotte trop, Hmm. on n'a pas non plus de recette miracle quoi. Hmm. Des fois, c'est Simon, un peu boursouflé, pardon. Des fois c'est un peu boursouflé juste à la fin, puis enfin, ça revient normal quoi. Mhm. Simon demande je voulais te remercier parce que j'ai la frousse de voir un médecin pour ça. J'ai eu la syphilis et je crois qu'à cause de ça, au niveau de l'anus, mais à l'intérieur, c'est plus tout à fait lisse. Pardon, mais en fait, il a pas mis tous les mots, donc il faut que je décrypte. Même à l'intérieur, c'est plus tout à fait lisse et il y a des formes bizarres, peut-être des cicatrices. Ça fait presque 1 an que j'ai guéri de la maladie et je me pose la question, ça peut être gênant si mes partenaires touchent et sentent quelque chose. Certains me demandent de me faire dépister alors que je n'ai rien. Oui, ben moi je suis d'accord avec les certains. Il faut qu'il aille se faire examiner parce que peut-être que c'est, enfin comme ça fait penser à des condylomes par exemple. On sait pas, mais donc qui sont des sortes de on va en parler au prochain épisode, des sortes de verrues qui sont autour ou dans l'anus et qui ont rien à voir avec la syphilis et ça se traite, c'est contagieux tout ça. Donc Si le proctologue dit il n'y a pas de sujet, c'est juste esthétique, c'est comment ton anus a, juste ce que tu disais, Ouais. du ressent relief. dedans aussi. Ok, ça Ouais. c'est pas normal. En tout Les cas, marisques, c'est toujours à l'extérieur. si j'ai un partenaire qui dit il y a un problème alors que le proctologue dit qu'il n'y en a pas et qu'en gros il sous-entend qu'il trouve pas ça très beau les boursouflures de mon anus naturel, là c'est pas un enjeu. Oui, C'est c'est ça. c'est juste. Oui, des fois, effectivement, des fois, il y a des gens qui rapportent que c'est leurs partenaires qui sont inquiets qu'il y ait quelque chose qui pourrait leur refiler après. Et en fait, c'est que des marisques, donc que des replis de peau. Et donc, mais c'est le proctologue qui peut lui dire, bah non, vous pouvez les rassurer. Bon, après, c'est une histoire de confiance entre partenaires, mais ça peut être autre chose. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même aller. Parce que du coup, là, il dit qu'il n'a pas osé aller voir un médecin. Ouais. Et là, pour le coup, il faut aller voir dedans. Donc, il faut aller voir le proctologue, le généraliste. Ouais. C'est excessivement rare qu'il fasse l'anuscopie, l'examen pour voir l'intérieur de l'anus. Ouais. Franchement, c'est pas un super moment, un toucher rectal ou une vérification, mais en vrai, ça dure, c'est très rapide. En tout cas, lorsque j'ai rencontré un professionnel compétent, ça va vite. Enfin, la personne sait très bien qu'on va pas passer 1000 ans. Pour moi, ça a été peu douloureux. C'est inconfortable, mais peu douloureux. Un mauvais moment à passer. Et là où j'ai envie d'attirer l'attention, c'est que plus je mets du temps à aller observer un symptôme, chez un professionnel ou une professionnelle. Moi, j'aime bien aller chez des femmes. Ça me détend rapport à l'homosexualité. Tu vois, je me dis, mon cerveau me dit, ok, bon, bah, du coup, je suis complètement détendu sur cette partie d'excitation parce que je suis pas excité par le corps par des femmes. Ok, plus j'attends pour aller faire étudier un symptôme et plus je stresse. Donc, c'est une charge mentale. Donc, j'y perds. Par rapport à ce moment inconfortable, je perds en fait à laisser traîner. Et deuxièmement, ça peut s'infecter et ou se problématiser et avoir des conséquences énormes sur ma vie. Donc, prenons un rendez-vous de procto. Et plus tôt je le prends, comme parfois dans certains lieux géographiques, c'est un peu galère d'avoir des rendez-vous. Plus tôt je le prends sur Doctolib. Et après, hop, les symptômes évoluent ou pas. Pardon, oui. Doctolib. Excuse-moi. Et plus je le prends le rendez-vous vite, et plus si les symptômes évoluent gravement, bah, quand c'est grave, j'ai le rendez-vous direct. Puis si ça passe, on peut annuler.
Et si ça passe, on peut annuler. Mais oui, je suis bien. On met le doigt avec du lubrifiant, doucement. Normalement, c'est désagréable, mais c'est censé pas être douloureux, quoi. Ouais. Et après, on a introduit un petit instrument avec un bout arrondi, à peine plus large que le doigt, pour entrouvrir et regarder l'intérieur. Mais ça prend moins d'1 minute, quoi. Dans l'épisode suivant, nous allons parler chou-fleur. Car les condylomes ont l'air de petits choux-fleurs. Oui, ça peut, ouais. On peut pas les voir nous-mêmes. Enfin, moi, j'ai eu des condylomes. Ça dépend, ouais. J'ai pas pu les voir moi-même. Ah oui, ça dépend ce qu'on peut en avoir sur le sexe. Bon, on va donc parler de HPV, de papillomavirus, dans le prochain épisode. Très bien. À très vite. À très vite. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien. Il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.